Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de l'USDT, de l'USDC au sein de l'Union Européenne. On a du nouveau. Avec le règlement MiCA, vraiment, c'est rentré en application hier, le 1er juillet. Donc voilà, il y a vraiment du nouveau sur le sujet. On va aussi parler du Bitcoin et de prédictions autour du Bitcoin fait par Standard Chartered. On va aussi parler de NFT, de finances décentralisées, pas mal d'autres points. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. La plupart des crypto-monnaies sont en légère baisse aujourd'hui. Bitcoin, moins 1,6%, Ethereum, moins 0,6%. Et voilà, vous pouvez constater globalement il y a une baisse générale du marché, mais bon, rien de dramatique. Et on va parler tout de suite de prédictions concernant le cours du Bitcoin. Ça nous vient de Standard Chartered. J'ai pas mal parlé d'eux, de leurs prédictions assez bullish, assez optimistes concernant le prix du Bitcoin. Et en fait, ils s'attendent à avoir un plus haut historique au cours du mois d'août, et accompagné d'une montée jusqu'à 100 000 $ jusqu'aux élections présidentielles américaines. Mais ça, c'est dans le scénario où Biden n'est pas remplacé et que Trump, du coup, reste face à Biden et que Trump gagne l'élection américaine. Dans le scénario où Biden est remplacé, et ben eux, ils voient le prix du Bitcoin chuter. Et ça pourrait arriver d'ici la fin du mois de juillet et on pourrait ça avoir un prix du Bitcoin à 50 000 jusqu'à 55 000 $. Pourquoi? Parce que, on l'a déjà dit, Trump est présenté vraiment comme le candidat pro-crypto et un remplacement de Biden par un autre candidat pourrait potentiellement avantager l'autre candidat face à Trump. Il y aurait plus là ce qu'on peut voir avec Biden et Trump et cet écart énorme pour Trump, et du coup on va dire ça serait une mauvaise nouvelle pour le marché si au final Biden est remplacé. Donc on va voir ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Si a priori s'il y a un remplacement, ça devrait se faire avant le 4 août. Parce qu'il y a un événement politique où il y a, on va dire, une deadline pour l'enregistrement du candidat démocrate. Donc voilà, écoutez, on va suivre tout ça et ça peut potentiellement du coup avoir un impact sur le Bitcoin. Ensuite, le règlement MiCA. Je voulais vous en parler hier, j'ai pas fait la vidéo, j'étais complètement KO le 1er juillet, j'étais malade, là c'est bon, je suis mieux, je suis en meilleur état et c'est bon, on en parle du coup, c'est rentré en application le règlement MiCA. Et je vous avais dit, il y avait ce flou juridique total sur quelles vont être les crypto-monnaies, les stablecoins plutôt, qui vont être autorisés par le règlement, par les autorités en charge d'application de tout ça. Et ben, on a Circle qui a eu l'autorisation d'émettre le stablecoin USDC ainsi que le stablecoin euro de Circle, le URC, au sein de l'Union Européenne. Ça veut dire que désormais l'USDC est le stablecoin vraiment parmi les top 50 des stablecoins, le seul autorisé par MiCA, le seul à être autorisé au sein de l'Union Européenne. C'est un avantage énorme. Et on va voir en fait la déclaration très intéressante de Jeremy Allaire, le président de Circle, sur le sujet, où il parle en fait d'un certain nombre de choses qu'ils ont dû faire pour avoir cette autorisation. Et ils ont dit en fait que désormais 100% des réserves associés à l'URC, donc le stablecoin euro de Circle, et ben 100% sont dans une entité réglementée en France. Donc concrètement, une banque française. On ne sait pas laquelle, mais tout ce qui est autour de l'URC, c'est dans une banque française. Et ensuite, il a dit, là, c'est le plus intéressant, c'est qu'en fait, concernant l'USDC, et ben une quantité, il n'a pas dit laquelle, la quantité nécessaire de réserves associées aux détenteurs européens du SDC est lui stocké au sein de l'Union Européenne, dans une grande banque, ils appellent ça une Global Systemical Important Bank européenne. Donc ça veut dire en fait que là vous avez la liste des GSB, c'est Global Systemic Important Bank, et du coup ils ont pris une de ces banques là au sein de l'Union Européenne et ils ont mis les réserves associées à l'USDC dedans. Donc ça pourrait être la BNP Paribas, ça pourrait être une autre banque européenne, pas forcément en France, Groupe Crédit Agricole, bref il y en a beaucoup, Santander, banque espagnole. Donc ça peut être une de toutes ces banques là qui stockent désormais les réserves associées aux personnes qui ont de l'USDC en Europe. Mais c'est là où ça commence à être intéressant, parce que pour moi, l'USDT, on peut le voir ici dans cette interview que Paolo Arduano de Tether avait donnée à The Big Whale, où il dit en fait que pour eux, le règlement MiCA est trop contraignant parce qu'ils n'ont pas envie de stocker une trop grande quantité de réserves dans une banque. Et ils avaient dit, regardez, pour un stablecoin tel que nous, à taille importante, on devrait stocker 60%
de nos réserves dans une banque. Et eux, ils font pas du tout ça, parce que déjà, ça va pas générer autant d'intérêt, et ils ont pas envie de stocker tout ça dans des banques pour plusieurs raisons. On a vu avec la faillite, ou plutôt la faillite bancaire aux États-Unis, il y avait des risques à stocker les fonds associés au stablecoin dans des banques, et du coup, ils ont pas envie de stocker, ils vont jamais stocker 60% de toutes les réserves dans des banques. Mais j'ai l'impression que là, en fait, l'accord qui a été trouvé, c'est que c'est pas l'ensemble des réserves associées à l'USDC qui sont stockées dans une banque européenne, c'est uniquement les réserves associées à la quantité d'USDC qui est détenue par des Européens. Alors là, on rentre dans un autre calcul. Comment est calculé ça? Comment Circle détermine que des USDC sont détenus par des Européens? C'est quasiment impossible à savoir. On peut pas savoir si une crypto-monnaie est détenue par quelqu'un en Union européenne, surtout si c'est hébergé dans des wallets, détenues, non contrôlées par des exchanges. Il n'y a aucun moyen de savoir ça. Et même si c'est contrôlé par des exchanges, il faudrait que Circle demande aux exchanges la liste de tous les, la quantité d'USDC détenue par des Européens. Ça, limite, c'est possible, et Circle, je pense, ils ont la capacité de demander ça à des exchanges. Ou l'autre point, c'est que Circle détermine uniquement la quantité d'USDC créée par des Européens. Mais en tout cas, peu importe, Circle a trouvé un moyen qui a été accepté, j'imagine, par l'Union européenne pour dire voici une quantité d'USDC associée aux Européens, et c'est ça qu'on va stocker dans des banques européennes. C'est ça les dollars qu'on va stocker dans des banques européennes. Et je pense que cette solution va être adoptée par d'autres stablecoins. Je pense que au final, Tether, ils peuvent très bien faire ça. Ils peuvent très bien stocker l'USDT associé aux Européens dans des banques européennes, ou en tout cas 60% dans des banques européennes, parce que l'alternative, elle est pire. L'alternative, elle est que l'USDT va complètement disparaître des exchanges européens, et les Européens utiliseront quasiment plus l'USDT. Ça va être une perte totale pour Tether. Et du coup, il vaut mieux qu'ils mettent 60% dans une banque qui t'a pas généré d'intérêt sur ces 60% et générer des intérêts sur les 40% restants. Donc moi, je pense que c'est ce que va faire Tether, et qu'au final, même si là, ils avaient dit qu'ils comptaient pas pour le moment être régulés par le règlement MiCA, je pense qu'ils vont le faire, parce que sinon, ils vont perdre vraiment une trop grande part de marché. D'ailleurs, regardez, on commence déjà à voir les premières promotions sur Binance associées à l'USDC, avec 0 frais de trading sur la paire euro-USDC. Donc je pense que Tether, vraiment, ils vont pas vouloir se laisser dépasser, et qu'au final, c'est une bonne chose pour les Européens, parce qu'il va y avoir des solutions pour continuer d'utiliser. Dans le pire des cas, on n'aura que l'USDC, et dans le meilleur des cas, il y aura l'USDC et l'USDT, parce que Tether va changer d'avis, et moi, c'est mon pronostic. Voilà pour le sujet Union européenne. D'ailleurs, on a aussi eu la Société Générale et son stablecoin, le Coinvertible, qui a aussi eu l'autorisation. Mais bon, on en parle moins parce que c'est vraiment quasiment pas utilisé. Ensuite, on va parler de Polkadot. Et regardez, là, ça nous parle en fait des utilisateurs de la fondation Polkadot, qui vient de dépenser une quantité énorme d'argent. Là, on a ce tweet de Hawk, et on a plein d'autres choses sur le sujet. On va commencer par l'article de CoinDesk qui dit que la fondation Polkadot n'a plus que 2 ans de runway, c'est-à-dire d'argent pour couvrir leurs dépenses pendant 2 ans, parce qu'ils dépensent énormément. Ils ont dépensé 87 millions de dollars sur les 6 premiers mois de l'année 2024. Et comment ils dépensent cet argent? En faisant du sponsoring. Ils ont sponsorisé une voiture de course, je sais plus laquelle. Ils dépensent énormément d'argent auprès d'influenceurs. J'ai pas reçu d'argent de Polkadot, mais vu quand je vois la quantité d'argent qu'ils dépensent auprès d'influenceurs, c'est juste énorme. On parle de plusieurs millions de dollars qui ont été dépensés, bien sûr, chez plein d'influenceurs. Mais voilà, ils dépensent un peu trop d'argent, en fait. Et cet article, le premier qui est sorti, ça nous dit, en fait, ils ont plus beaucoup de temps. Ils ont plus beaucoup de runway, et du coup c'est inquiétant pour Polkadot. Mais on a eu une clarification, notamment grâce à Cointelegraph, où ils disent en fait que non, c'est pas exactement ça, parce que Polkadot, il y a une inflation qui est générée sur Polkadot. Là, on parle de 10% à peu près par an, et sur cette inflation qui est générée, il y a 7% de l'inflation qui va en fait dans les poches de la fondation. Et ça, du coup, ça va leur permettre d'avoir toujours une quantité d'argent qui va rentrer. Ils vont juste allouer le budget différemment, et 7% de 10% d'inflation, c'est énorme. Ça leur fait quasiment 70 millions de dollars ou 80 millions de dollars. Donc ça va aller, ils vont tenir, ils vont toujours avoir un budget. C'est l'avantage d'avoir défini ça dans
on va dire dans le code ou en tout cas dans le consensus global communautaire, c'est une bonne chose parce que ça leur permet de continuer de dépenser de l'argent même si on voit pas les effets de tout de suite en termes d'adoption. Polkadot, ils sont toujours en retard. Ensuite, parlons de NFT avec, regardez ce qu'on peut voir ici. Au niveau des collections NFT, on a Pudgy Penguins qui a dépassé Bored Ape Yacht Club en termes de floor price, en termes de prix plancher, c'est-à-dire le NFT le plus bas, à combien on peut l'acheter actuellement. Mais les Bored Ape, c'est passé à 10 Ethers, 34 000 $. Il y a, au plus haut, on était à 400 000 $ pour un Bored Ape Yacht Club, c'est juste énorme, c'est une baisse de plus de 90% en valeur absolue. C'est incroyable, et c'est aussi incroyable que Pudgy Penguins a réussi à faire cette remontée et il continue de développer plein de choses. Pudgy Penguins, alors oui, à la première place on a toujours CryptoPunks qui est d'ailleurs détenu par Yogalav, la maison mère de Bored Ape Yacht Club, mais quand Bored Ape Yacht Club était en premier, enfin c'est bon, les gens pensaient que c'était le NFT qui allait rester à vie à la première place, et en fait on peut voir à quel point ça peut vite bouger. CryptoPunks, pour moi, oui, il est plus intéressant d'un point de vue historique. C'était la première vraiment vraie collection 10 000 NFT, qui avait d'ailleurs été, on pouvait la minter gratuitement. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Personnellement, j'avais commencé à un moment à m'intéresser aux NFT, je me suis mis à acheter, à vendre des NFT, etc. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment pas mon truc et il fallait que je reste focalisé en termes d'investissement personnel uniquement sur les choses que je maîtrise vraiment, donc la finance décentralisée, les crypto-monnaies, et les choses vraiment que là où je comprends comment ça marche, et c'est là en fait où j'ai eu le plus de réussite dans mon portefeuille, donc c'est là où je reste. Mais les NFT quand même, je continue de m'intéresser au sujet. Ensuite, oula, il reste plein de choses à faire, plein de choses à discuter. On a la blockchain Sei. Est-ce que vous connaissez cette blockchain Sei haute performance? Eh ben, elle vient de dépasser les 60 millions de dollars de TVL, c'est-à-dire de quantité d'argent dans cette blockchain, dans les applications de finance décentralisées, et c'est grâce à l'application de DeFi Yay Finance. C'est un fork, donc c'est une copie de AVV3, le protocole leader du marché en termes de lending, borrowing. Et ben ils ont pris le code, ils l'ont copié, ils l'ont déployé sur Sei et ça marche bien. Et là il y a une campagne d'incitation pour pousser les gens à utiliser Sei qui fait que les gens sont en train de déposer massivement dans ce projet, et voilà, c'est une bonne chose pour l'écosystème Sei, et ça nous permet de voir aussi l'importance d'avoir plein d'applications de finance décentralisées dans sa blockchain, parce que ça attire les utilisateurs qui vont venir chercher le rendement. Et d'ailleurs, c'est dans cette optique-là qu'on peut voir aussi la coopération entre Aptos, donc c'est aussi une autre blockchain haute performance qu'on peut considérer comme concurrente à Sei, qui est en train de faire un partenariat avec Aave pour déployer Aave sur une blockchain qui n'est pas EVM compatible, donc sur une blockchain, la première blockchain qui utilise autre chose que du Solidity, qui va héberger du Aave. On rappelle, Aptos utilise du Move, donc le langage de programmation initialement développé pour la blockchain Libra / Diem de Facebook, de Meta, qui n'est jamais sorti suite aux pressions réglementaires qui ont été mises sur Facebook. Depuis, il y a plein de blockchains qui ont été issues de Libra qui existent maintenant, telles que Aptos, Sui aussi de mémoire, qui utilise d'ailleurs le même langage de programmation, le Move. Donc on devrait avoir maintenant, il faut que la communauté valide ça, mais il n'y a pas de doute, ça va passer. On va avoir Aave qui va arriver sur Aptos, et c'est une bonne chose aussi pour Aptos, parce que voilà, une grosse application de DeFi qui arrive sur Aave avec les utilisateurs associés. Il y aura sûrement une campagne aussi d'incitation financée par Aptos pour inciter les gens à venir déposer de l'argent sur Aave et sur Aptos. Et voilà, c'est peut-être l'occasion de créer un cercle virtueux pour la DeFi sur Aptos, pardon. Donc écoutez, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto, pas mal de sujets à couvrir. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Allez, ciao ciao, au revoir.